Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Interdiction du droit de grève dans 3 secteurs au Bénin. Cette nouvelle loi votée par les députés concerne les transports, l'aéroportuaire et les hydrocarbures, une mesure décriée par les syndicats. La 3e édition de la conférence ProMeet Up and Learn se clôture ce vendredi 14 octobre à Douala au Cameroun. Cette conférence d'affaires annuelle ouverte depuis le 12 octobre a notamment pour objectif de dynamiser la zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur en janvier 2021. Et la crise alimentaire s'aggrave au Tchad. Ce sont désormais plus de 2 millions de personnes qui se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. En juin dernier, les autorités tchadiennes de transition ont officiellement déclaré l'urgence alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Mais tout d'abord, la position de certains pays africains a évolué concernant l'invasion russe en Ukraine. Lors du vote d'une résolution le 12 octobre condamnant l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie et demandant le retrait des troupes russes d'Ukraine, certains États africains ont adopté une posture différente de toutes celles choisies auparavant, à l'instar de l'Érythrée qui, jusqu'à présent, avait toujours voté contre ces résolutions. Le 12 octobre, ce pays d'Afrique de l'Est s'est abstenu. Ou encore le Sénégal qui, à 2 reprises, s'est abstenu en prônant le principe de non-alignement. Cette fois, le pays qui détient la présidence de l'Union africaine a voté pour, en invoquant le principe de souveraineté territoriale défendu par l'Union africaine. Notons que les 4 pays que le chef de la diplomatie ukrainienne a récemment visités lors d'une tournée africaine, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Kenya, ont voté pour. Cette résolution a été adoptée à 145 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. Fini la grève au Bénin dans les secteurs des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Les députés de la 8e législature ont voté le 11 octobre un projet de loi interdisant le droit de grève dans ces secteurs, susceptibles de paralyser le pays en cas de mouvement social. Cette mesure, décriée par les syndicats, est la conséquence directe de la grève des contrôleurs aériens des 23 et 24 septembre dernier. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. 3 nouveaux secteurs interdits au droit de grève au Bénin. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 11 octobre 2022 la nouvelle loi interdisant le droit de grève au secteur du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Interdire le droit de grève aux travailleurs des secteurs des hydrocarbures, du transport aérien et maritime est grave. C'est une violation des conventions 87 et de la convention 98 de l'OIT. C'est une remise en cause des droits acquis. Il doit pouvoir, le gouvernement du Bénin, que l'OIT a invité à conformer ces lois, notamment le Code du travail, la loi sur la grève, par rapport donc aux interdictions du droit de grève aux paramilitaires et aux agents du secteur de la santé. C'était déjà une violation des conventions. L'application de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence mobilisés. Pour les ministres de la Justice Séverin Kenoum et de la ministre de la Fonction publique Adidjatou Matisse, il faut pouvoir préserver les organes vitaux de l'économie. Et aujourd'hui, on vient élargir cette violation à d'autres secteurs, au secteur des hydrocarbures, des transports maritimes et aériens. C'est inadmissible, c'est à condamner. Et j'invite les travailleurs du Bénin, de tous les secteurs, à se lever pour dire non à un tel abus. C'est un abus de pouvoir qui ramène notre pays à un siècle passé. Cette autocratie que nous avons connu avec le régime de Mathieu Kérékou qui a été combattu ne peut pas continuer. La CSTB proteste et invite les travailleurs à se mobiliser contre cela et se battre pour la satisfaction de leurs revendications. Cette décision intervient quelques semaines après la grève des contrôleurs aériens du Bénin qui avait paralysé l'aéroport international de Cotonou. Plusieurs députés ont salué l'initiative du gouvernement car selon eux, cette loi vient régler un problème de stabilité et de quiétude au Bénin.
La conférence d'affaires annuelle Promit Up and Learn ferme ses portes ce vendredi 14 octobre. Cette troisième édition, ouverte depuis le 12 octobre, s'inscrit dans un contexte de confrontation des économies africaines à de multiples défis et a pour but de dynamiser la zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur en janvier 2021. Plus de détails avec Narcisse Oum. Le commerce intra-africain est jusqu'ici estimé à moins de 20%. L'activation de la zone de libre-échange continentale africaine en 2021 devrait permettre d'accroître les échanges et optimiser la production sur le continent pour garantir un développement inclusif qui bénéficie aux populations locales. C'est pour accompagner cette vision que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a réuni dans le cadre d'une rencontre professionnelle des entrepreneurs locaux et étrangers, des politiques, des chercheurs et journalistes. La troisième édition de ce Promit Up and Learn, qui court jusqu'au 14 octobre dans la ville de Douala au Cameroun, s'articule autour du thème « Mise en œuvre de la ZLECAf, la nécessité impérieuse de la promotion des contenus continentaux ». Alors, mes attentes sont déjà l'adhésion massive de ceux pour qui nous avons conçu cette plateforme, donc les entrepreneurs, pour qu'ils adhèrent et qu'on aille ensemble vers la transformation dont nous faisons la promotion aujourd'hui pour aller relever les défis que nous impose l'opportunité qu'est la zone de libre-échange. L'objectif de cette rencontre est de constituer une plateforme relationnelle entre les diverses composantes du développement de l'Afrique. Cette plateforme, en restructurant les marchés et économies du continent, va déboucher sur la transformation structurelle de l'Afrique. Pour les experts, il faudra pour y parvenir investir dans la production locale en construisant des chaînes de valeur, sources d'emploi et de richesse. Je pense qu'une telle rencontre viendra booster ce qui manque à l'Afrique pour être numéro 1 à l'échelle mondiale, surtout en matière de l'industrialisation, mais aussi nous retenons que l'utile dans l'avenir sera la formation des jeunes. Et la formation des jeunes passera par une main-d'œuvre locale qualifiée, et cette main-d'œuvre locale qualifiée passera par des grandes formations. Et je pense que c'est ce que nous offre aujourd'hui ce salon. En ouvrant ses travaux à Douala, le PML franchit un cap important pour son ancrage dans le paysage business du Cameroun, de la sous-région Afrique centrale, avec pour but d'atteindre les objectifs assignés à cette plateforme, à savoir le branding national du Cameroun, le sourcing des solutions et recommandations pertinentes à même de booster les échanges sous-régionaux. Fin de trajet pour la liaison aérienne triangulaire Cotonou-Libreville et Douala assurée par Air Sénégal. La compagnie aérienne sénégalaise a décidé de suspendre ses vols vers ses destinations à compter du 30 octobre. En cause, les faibles performances financières de cette ligne depuis son lancement en mars 2021. Un sujet de la rédaction. Sur le site de Air Sénégal, une mention « Suspension de vol vers l'Afrique centrale ». Pointe du doigt la faible rentabilité de cette desserte. La compagnie sénégalaise déplore la baisse du service entre Dakar, Cotonou, Libreville et Douala en raison des mauvaises performances financières de cette ligne triangulaire depuis son lancement en mars 2021. L'objectif du gouvernement de renforcer le capital de la compagnie à plus de 456 millions d'euros se voit ralenti. Cette décision est justifiée par les faibles performances financières de cette ligne en triangulaire depuis le lancement en mars 2021. Air Sénégal présente ses excuses aux passagers pour la perturbation occasionnée par cette décision et prévoit leur offrir une alternative pour les voyageurs ayant déjà acheté leur billet. L'ouverture de ces destinations, désormais suspendues, avait été effectuée de façon remarquable par un vol inaugural Dakar-Cotonou, Douala-Libreville. La compagnie desservait le Cameroun et le Gabon par 3 vols hebdomadaires en classe économique et affaires. Elle avait pour ambition de s'installer durablement et diversifier ses vols vers d'autres destinations sous-régionales, Bangui, Malabo, Brazzaville, N'Djamena. Avec cette suspension, Air Sénégal va désormais desservir avec une flotte de 9 avions, 15 destinations reparties dans 11 pays. Cette mesure peut ne pas être vue de bon œil par le grand public, mais on peut comprendre la position de M. Alioune Badara Fall, le directeur général, qui, depuis sa prise de fonction en juillet dernier, se positionne comme un cost killer, comme un tueur de coûts. Il a en effet décidé de revoir les orientations stratégiques de la compagnie aérienne, qui, il faut le dire, connaît pas mal de difficultés financières, mais également techniques.
Fin janvier 2023, la compagnie aérienne compte élargir le spectre de la suspension de ses vols. Le pavillon sénégalais va aussi se retirer de Baltimore-Washington, se contentant de desservir l'aéroport JFK de New York. D'après certaines presses spécialisées, aucun communiqué ne l'annonce encore, mais les distributeurs de billets indiquent ne plus prendre de réservations au-delà de cette date. Également dans l'actualité, la Tunisie reçoit le soutien financier des États-Unis pour faire face à la crise économique et financière sans précédent qui touche le pays, exacerbée par les répercussions de la crise du coronavirus et de l'instabilité politique. Une aide américaine de 60 millions de dollars a été annoncée pour soutenir les familles tunisiennes à faible revenu. Elle se présentera sous forme de subvention de l'Agence des États-Unis pour le développement international et sera adressée à l'UNICEF. La situation nutritionnelle est de plus en plus préoccupante au Tchad. Plus de 2,1 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, conséquence de multiples facteurs combinés tels que la mauvaise météo, la baisse de la productivité agro-pastorale ou encore les chaînes d'approvisionnement perturbées par la guerre en Europe de l'Est. Le point avec Kamesh Katapoulé. Assise sur un lit d'hôpital, Fatimé Mahamat Idriss est inquiète pour son nourrisson. Cela fait plus d'une semaine que son bébé est hospitalisé pour malnutrition, un cas qui est loin d'être isolé. Chaque année, le service de nutrition de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de N'Djamena voit le nombre d'admissions d'enfants malnutris augmenter. D'année en année, on se rend compte que le nombre des enfants malnutris ne fait que grimper. Par exemple, en année 2020, nous avions admis pour l'année 1261 enfants. Déjà pour l'année 2021, ce nombre est passé de 1261 enfants à 1700. Des chiffres qui ne cessent de croître. En 2019, Médecins sans frontières estimait que plus de 151 000 enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition sévère. Pour cette année, les données sont tout aussi alarmantes. De juin à août dernier, 2,1 millions de personnes se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Un fléau qui s'explique avant tout par la faible pluviométrie que le Tchad enregistre depuis les années 1970. Déjà, la mauvaise pluviométrie l'année dernière a entraîné cette situation. Aujourd'hui, les fortes pluies ont entraîné des dégâts sur ce qui devait produire. En général, nous sortons une situation bien analysée autour du mois de novembre quand nous avons collecté toutes les données pour sortir le cadre harmonisé. Ça va refléter ce qui se passe, mais déjà on s'attend à des chiffres très mauvais. Ce sera pratiquement le rouge partout. Et il va falloir qu'on trouve des formules, des solutions, on contacte nos partenaires techniques et financiers pour pouvoir contribuer à répondre à cette situation qui, oui, elle sera assez grave l'année prochaine. Cette année déjà c'est grave, elle va s'empirer et nous devons réagir sur le court, le moyen et le long terme pour sortir de cette situation. La guerre en Ukraine qui perturbe l'approvisionnement mondial en blé est venue envenimer cette crise. En juin dernier, le Tchad a décrété l'urgence alimentaire et nutritionnelle, appelant ainsi l'ensemble de ses partenaires internationaux à fournir une assistance humanitaire. La Tunisie tourne au ralenti faute de carburant. Pendant plusieurs jours, le pays a subi une pénurie d'essence, provoquant de longues files d'attente et la colère des automobilistes. Les redevances impayées aux fournisseurs, estimées à près de 100 millions de dollars, ont rendu difficile l'approvisionnement en pétrole. Mais selon la Société nationale de distribution des pétroles, l'approvisionnement en carburant a repris le 12 octobre et un retour à la normale est annoncé. Un sujet de Zara Mohamed Moutiou. De longues files d'attente devant les stations-service. La capitale tunisienne n'avait plus d'essence ce mardi encore, en raison de la baisse des importations et de l'approvisionnement au niveau national, malgré les annonces du gouvernement qui prévoyaient la fin de la pénurie ce lundi, grâce à une nouvelle livraison de carburant. Face à la situation, les automobilistes sont accablés. Le manque de carburant m'affecte beaucoup. Le matin, je ne pense qu'à comment je vais faire le plein d'essence. Je ne pense à rien d'autre qu'à comment j'emmènerai mes enfants et ma femme au travail.
et à comment moi-même je vais y aller. La crise des carburants s'est déclenchée la fin de la semaine dernière. Les réserves d'essence se sont alors épuisées dans les stations-service. Celles qui détenaient encore des stocks n'étaient plus autorisées à laisser les automobilistes remplir au-delà des 15 litres. Notre travail s'est arrêté, nos vies se sont arrêtées aussi. Tout est perturbé. J'attends depuis 1 heure pour faire le plein dans cette station-service. Une pénurie d'essence qui attise la colère. Mais une amélioration est peut-être en perspective. Ce mercredi, les autorités ont annoncé la reprise progressive de l'approvisionnement dans les stations-service. Le coup d'envoi de la 21e édition du Trophée Rose des Sables a été donné le 11 octobre à Biarritz, dans le sud de la France. Jusqu'au 23 octobre, plus de 300 femmes vont s'affronter sur près de 6000 km en véhicule tout-terrain, quad ou encore moto dans le désert marocain. Plus de détails sur cet événement exclusivement féminin avec José Douglas. Le départ de la 21e édition du Trophée Rose des Sables a été donné le 11 octobre dans une belle ambiance au Jaï Alaï de Biarritz en France pour arriver à Marrakech au Maroc. Plus de 300 femmes se sont lancées dans l'épreuve après une préparation qui a commencé depuis 2 ans. On plane, on ne réalise pas, on est heureuse et on a hâte de partir, quoi. Avant d'arriver à Marrakech, les pilotes doivent passer au pied des dunes de Merzouga, dans l'extrême sud-est marocain. Le Trophée Rose des Sables qui se déroule particulièrement au cœur du désert du sud-est marocain, avec des étapes solidaires et engagées tout au long de cette aventure. Un peu excitée, mais surtout ça y est, c'est un peu l'aboutissement de 2 ans de recherche de sponsors, de travail, donc ça y est, on y est enfin, donc soulagé mais stressé à la fois. Moi je réalise un rêve et ça c'est top. Un vrai challenge sportif de 10 jours avec des rencontres, un dépaysement total et quelques surprises qui ne sont pas à exclure. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.